Merci d'être restés. Pour ceux qui sont restés, on va changer de sujet pour une pathologie qui se prête aussi à l'urgence quand elle touche en tout cas le poumon, certainement moins la veine. On va commencer par un topo biologique avec Dr Pierre Toulon, qui est biologiste et qui s'occupe de thrombose. On travaille souvent ensemble d'ailleurs, qui va nous dire comment il interprète les dédimères. Oui, merci Émile. C'est un sujet un peu vaste qu'on m'a donné. Parce que comme vous savez, les dédimères, c'est une famille très hétérogène de produits de dégradation de la fibrine. Donc il faut qu'il y ait déjà de la fibrine, que ça soit cassé, et pour qu'on voit l'apparition de ces dédimères. Et ces dédimères, cette famille, possède un motif commun qui est le motif DD. C'est ça qu'on va essayer de reconnaître avec nos tests biologiques. Alors ces produits de dégradation de ces dédimères sont des produits de dégradation spécifiques de la fibrine, parce que vous le savez, quand vous avez formation du caillot de fibrine, vous avez union de différents monomères de fibrine, et c'est le clivage de ces dimères au moins de fibrine qui vont donner naissance à ces fragments DD. Et donc il s'agit d'un marqueur d'activation de la fibrinolyse, donc on dégrade un caillot, secondaire à une activation de la coagulation. Ce n'est pas spécifique de quelque chose. Alors, on voit ces élévations du taux des dédimères dans énormément de pathologies. Alors, la plus caricaturale, c'est la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. Vous allez avoir une activation de la coagulation dans tout l'arbre vasculaire et dans les tissus. Et donc là, forcément, des microtrombies. Et l'organisme va se défendre en clivant ces microtrombies de fibrine pour donner naissance à des dédimères. Et là, on a des taux extrêmement élevés de dédimères en général. Et puis, vous avez également des élévations des dédimères dans tout ce qui est activation localisée de la coagulation, c'est-à-dire les syndromes hémorragiques. Et puis, la maladie thromboembolique veineuse, quand vous faites un caillot là où il ne faut pas, c'est-à-dire dans une veine, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas migration dans la circulation pulmonaire. Et puis, vous avez également des dédimères, des taux de dédimères élevés dans un certain nombre d'états dits d'hypercoagulabilité, c'est-à-dire ces états pré- ou prothrombotiques, et en particulier, vous avez ça au cours de la grossesse, on va le voir dans quelques instants, et puis on va insister sur le côté influence de l'âge. Donc les dédimères, dans les indications du dosage, diagnostic positif de la CIVD, on va passer assez rapidement là-dessus parce que ce n'est pas le sujet principal. C'est un des éléments du score de l'ISTH. On a également donc le diagnostic d'exclusion de la maladie thromboembolique. Là, on diagnostique une CIVD quand il y en a beaucoup. Là, on exclut le diagnostic de maladie thromboembolique veineuse quand il n'y en a pas. Et puis récemment, c'est la prédiction du risque de récidive thrombotique après l'arrêt d'un traitement anticoagulant, après un épisode de thrombotique, que ce soit MTEV ou autre. Et c'est les études Prolonge de Palaretti qui l'ont démontré très clairement. Alors, le dosage. C'est qualitatif, mais ça se fait quasiment plus aujourd'hui, ou quantitatif, c'est très nettement préférable parce qu'on a un résultat qui est objectif, par des techniques ELISA, ça vous le savez, ça traîne dans tous les bons bouquins, ou maintenant agglutination de particules de latex, donc c'est la même sensibilité, on a les mêmes performances, et ce sont des anticorps monoclonaux qu'on utilise, qui reconnaissent le motif, donc DD, dont je vous ai parlé au tout début. Et ce monoclonal est variable selon les trousses réactifs, donc il y a une certaine hétérogénéité dans les techniques de dosage, et ça va conditionner énormément l'hétérogénéité des résultats qu'on peut rendre dans les laboratoires. Résultats rendus en nanogrammes par millilitre, ou microgrammes par millilitre, comme vous voulez, c'est un facteur 1000, de dédimères ou de fibrinogène en FEU, donc équivalent fibrinogène. Alors, c'est un autre élément d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a un certain fabricant qui exprime les dédimères en nanogrammes de dédimères et d'autres de nanogrammes de fibrinogène FEU. Il y a un facteur 2 en gros entre les deux. Alors, les résultats obtenus avec les différents réactifs ne sont pas identiques, ça c'est clair, et ne sont pas comparables. On ne peut pas s'amuser à comparer comme on comparerait un sodium, un enzyme ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de standardisation possible au niveau international. Il y a juste une harmonisation avec des facteurs, mais c'est relativement peu valable sur toute la gamme de mesures. C'est les travaux de Piet Meyer, là, le Hollandais qui se fait beaucoup dans le contrôle de qualité européen. Il l'a montré il y a une dizaine d'années. On peut harmoniser les résultats autour du cut-off habituel de 500, mais au-delà, ça ne va pas du tout. Cette hétérogénéité ne pose globalement pas trop de problèmes dans la CIVD, parce que qu'on dise il y en a 20 000 nanogrammes, ou qu'on dise il y en a 40 000, ou qu'on dise il y en a 10 000, ça ne change rien à la vie, ça fait beaucoup. En revanche,
dans le diagnostic d'exclusion de la maladie thromboembolique veineuse, où on doit être sensible autour du cut-off, c'est-à-dire 500 nanogrammes par millilitre, là, ça pose des problèmes, et donc chaque réactif doit être validé par des essais cliniques spécifiques à ce réactif. Alors la CIVD, bon, ça on va passer. Vous savez bien, il y a les CIVD aigus, c'est le syndrome de défibrination, et les CIVD chroniques avec des taux qui sont supranormaux de facteurs de la coagulation et de dédimères. Donc là, vous avez plein de dédimères, des taux très très élevés, avec une baisse du facteur 5, une baisse du TP, et puis une baisse des plaquettes. Et là, vous avez quasiment des bilans presque normaux. Et là, c'est sympa pour vous montrer un petit peu le score de l'ISTH. Parmi le score de l'ISTH, le premier point, il faut s'assurer que le patient présente bien une pathologie connue pour être associé à une CIVD. Ce n'est pas la peine d'aller émettre l'hypothèse d'une CIVD chez un patient qui présente une pathologie qui est absolument jamais associée à une CIVD. Donc on prescrit le chiffre des plaquettes, ce que les anglo-saxons appellent les fibrin-related markers, c'est-à-dire les dédimères, les PDF ou des marqueurs et les monomères de fibrine, le TP et le fibrinogène. Avec ces 4 paramètres-là, vous pouvez, avec les scores qui sont affectés au résultat, plaquette supérieure à 100, vous mettez 0, moins de 100, mais plus de 50, vous mettez 1, quand c'est moins de 50 000, vous mettez 2. Les dédimères, s'ils ne sont pas élevés, ce qui est extrêmement rare, c'est 0. Quand c'est une élévation modérée, c'est 2. Quand c'est une élévation très importante, c'est 3. Le TP prolongé, donc c'est en gros 3 secondes, 0. Entre 3 et 6, c'est 1. Et plus de 6 secondes par rapport au témoin, c'est 2. Et le fibrinogène, plus d'1 gramme, 0. Et moins d'1 gramme, c'est 1 quand vous faites le calcul. Soit c'est plus de 5. Et dans ces cas-là, vous pouvez dire il y a probablement une CIVD overt, donc clinique. Si c'est moins de 5, ça peut être une CIVD non clinique ou non décompensée. Et il faut répéter ça régulièrement. Et il y a un autre tableau, donc pour un autre score, pour les CIVD compensés, avec, là encore, les dédimères qui interviennent ici, avec un taux normal, c'est 0, un taux élevé, c'est 1. Et puis là, par contre, étant donné qu'on dose séquentiellement, on évalue l'évolution du taux, soit ça augmente, soit ça reste stable, soit ça diminue. Donc les dédimères, c'est vraiment quelque chose de très important pour le diagnostic positif de CIVD avec le TP, les plaquettes et le fibrinogène. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement le diagnostic, la place des dédimères dans la stratégie diagnostique de la maladie thromboembolique veineuse. Vous savez aujourd'hui que c'est tout à fait utile dans cette stratégie en association avec le score clinique. Ce n'est pas intégré ou interprété indépendamment de la clinique. En effet, des taux de dédimères inférieurs à une valeur seuil, ce qu'on appelle un cut-off, défini par des études cliniques spécifiques à chaque réactif, permet d'exclure le diagnostic de maladie thromboembolique veineuse chez un patient qui a une probabilité pré-test faible ou modérée, c'est-à-dire non élevée, selon les scores de Wells ou de Genève, plus ou moins simplifiés. Attention, les taux élevés de dédimères, bon ça c'est pas pour vous, ne sont pas synonymes de thrombose, et le diagnostic de certitude, c'est porté par des examens objectifs. Alors, quand ils sont utilisés dans cette indication, le dosage des dédimères doit avoir une valeur prédictive négative très élevée. C'est-à-dire qu'on veut exclure le diagnostic en cas de taux inférieur au cut-off. Très élevé, c'est-à-dire voisin de 100, le plus voisin possible de 100%, qui doit être élevé et évalué dans des essais cliniques spécifiques. Et par ailleurs, pour que l'introduction de ce test de la stratégie diagnostique soit rentable, il faut que la spécificité du test soit aussi élevée que possible, c'est-à-dire au moins 40%, pour éviter d'avoir trop de faux positifs. C'est-à-dire que si vous n'avez que 10% de spécificité, vous allez avoir 90% de vos patients qui auront un résultat supérieur au cut-off, ce qui ne sera absolument pas rentable. Alors, il y a des limites à l'utilisation de ce paramètre. Les femmes enceintes, ça c'est évident, la grossesse est associée à une élévation du taux des dédimères, et dès le début du deuxième trimestre, quasiment toutes les femmes sont supérieures ont des dédimères physiologiquement supérieures au cut-off. Cette stratégie diagnostique n'est valable ou rentable que chez les patients âgés de moins de 70 ans, et ça on va détailler ce point-là dans les minutes qui viennent, parce que le taux plasmatique des dédimères augmente avec l'âge. Et puis c'est validé très clairement dans la stratégie diagnostique
des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses proximales. C'est moins performant pour les thromboses veineuses distales, la phlébite du mollet, et dans les phlébites du membre supérieur, il y a relativement peu de papier. Alors ça, c'est pour vous montrer l'évolution du taux des dédimères. Vous voyez, c'est avec un autre réactif que celui que vous avez l'habitude d'avoir, que ce soit le Vidas, le Hémosil HS500, les tests les plus utilisés en France. Ça, c'est un test particulier. Et vous voyez, le cutoff, il est à 220, alors que vous avez l'habitude d'avoir 500. Simplement parce que l'expression du résultat n'est pas en FEU comme pour le Vidas, il est en nanogrammes par millilitre de dédimères. Vous voyez ici la médiane des dédimères chez les femmes enceintes. Vous voyez que ça augmente à partir, ça dépasse le cutoff entre 15 et 20 semaines d'aménorrhée. Et vous avez ici chez certaines femmes des taux extrêmement élevés dès le milieu du premier trimestre. Donc les dédimères absolument à proscrire chez les femmes enceintes. Vous connaissez le résultat avant de les avoir demandés. Alors on va insister un petit peu sur l'intérêt de l'utilisation de ces dédimères exactement de seuils spécifiques chez les sujets âgés dans l'exclusion du diagnostic de la maladie thromboembolique veineuse. Alors il y a plusieurs études qui remontent il y a quand même un certain nombre, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on le sait, qui ont démontré que les taux plasmatiques des marqueurs d'activation de la coagulation, dont font partie les dédimères, augmentaient avec l'âge. Donc il y a une exponentielle qui est à peu près superposable au risque de thrombose chez les patients. Et cette augmentation du taux paraît être multifactorielle. Alors d'abord, il y a des taux plus élevés de fibrinogène. Le fibrinogène augmente avec l'âge, probablement parce qu'il y a une petite inflammation infraclinique. Il peut y avoir des facteurs de risque type comorbidité comme le cancer, des infections, etc., qui sont connus pour être associés à des élévations du taux des dédimères. Il peut y avoir des altérations de la cellule endothéliale, parce que plus on est vieux, moins l'endothélium fonctionne bien. Et puis, il y a également une diminution de la clairance avec une diminution de l'élimination rénale parce que les reins fonctionnent moins bien quand on est âgé. Là, vous avez la corrélation entre l'âge et le taux des dédimères pour le Vidas. Vous voyez que ça marche quand même relativement bien, c'est bien linéaire, même s'il y a une dispersion extrêmement élevée. Là, c'est des dédimères qu'on a dosées dans une étude avec notre président de congrès aujourd'hui, à Cochin, il y a quelques années. Et on voit bien sur pratiquement 1000 patients qui n'avaient pas, on avait exclu ceux qui avaient le phlébite ou l'embolie pulmonaire, qui étaient suspects de MTEV, on voit qu'il y a une corrélation en coordonnées logarithmiques entre l'âge et le taux des dédimères. Alors, cette augmentation du taux des dédimères avec l'âge pose un problème énorme et pose surtout la question de l'intérêt de leur dosage pour exclure le diagnostic de MTEV chez les sujets âgés. Si on a une spécificité qui décroît rapidement, ça devient de moins en moins rentable. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de fait ces dernières années, ces 10 dernières années, 15 dernières années, pour tenter de surmonter ce problème en utilisant des valeurs seuil différentes de ce qu'on a l'habitude d'utiliser chez le sujet traditionnel, c'est-à-dire la valeur de 500 nanogrammes par millilitre. Alors, il y a un papier de 1999, Leblanche, qui avait évalué l'intérêt d'un cutoff fixe à 750 chez les patients âgés de plus de 70 ans. Et puis, il y a surtout l'étude de René Douma qui a rapporté l'utilisation de cutoff spécifiques à l'âge, calculés en multipliant l'âge du patient par 10 chez les patients âgés de plus de 50 ans. Alors, ça, c'est le détail de l'étude de Lablanche, là, dans Angiologie 99. 150 patients, 86 ans d'âge médian, entre 70 et 100, suspects de thrombose veineuse profonde, il n'y avait pas d'embolie pulmonaire là-dedans. Diagnostic confirmé dans 53 cas, donc 35%. Si on utilisait le cutoff traditionnel à 500 nanogrammes par millilitre, le diagnostic était exclu que chez 5 patients. Ce n'est pas très rentable. Spécificité 5%. En revanche, si on utilisait le cutoff qu'il proposait, c'est-à-dire 750 nanogrammes par millilitre, le diagnostic peut être exclu chez 19. C'est-à-dire qu'il y avait une multiplication par 3 de la spécificité, c'est-à-dire qu'on passait de 5 à un peu moins de 17%, donc on grappillait un petit peu, mais ce n'était pas parfait. Tout ça parce qu'il y avait en plus un cas de faux négatif, c'est un patient qui avait 650 nanogrammes par millilitre
avec un âge donc de 81 ans, si mes souvenirs sont bons. Alors, le papier qui a changé un petit peu la façon de voir les choses, c'est le travail de René Douma, auquel a participé Pierre-Marie Roy, ici présent, et c'est l'intérêt d'utiliser des cut-offs ajustés à l'âge, c'est des cut-offs spécifiques à l'âge, pour améliorer les performances du dosage des délimères dans l'exclusion de l'embolie pulmonaire chez les patients âgés. C'était une étude rétrospective, et elle s'était rendue compte par analyse ROC que la valeur seuil qui permettait le meilleur rapport sensibilité-spécificité augmentait d'environ 100 nanogrammes par millilitre par tranche de 10 ans d'âge. Donc là, vous aviez les valeurs qui avaient été trouvées dans sa population avec le VIDAS. Et ici, vous avez les performances dans l'étude de départ. Alors, vous avez ici les 1331 patients. Et sur cette ligne-là, vous avez l'exclusion, le nombre de patients inférieur au cut-off de 500. Il y en a 36%. En revanche, quand vous tronçonnez la population en tranches d'âge, entre 51 et 60, il y en a 51% qui sont en dessous de 500 et qui n'ont pas de maladie thromboembolique veineuse. Entre 61 et 70, il n'y en a plus que 30. Entre 70 et 80, il y en a 15. Et plus de 80%, il n'y a plus que 6%. Donc on retrouve un petit peu les chiffres que je vous ai rapportés il y a quelques minutes par la bleue. Et quand vous utilisez le cut-off spécifique à l'âge, vous augmentez un petit peu dans la population générale, vous passez de 36 à 42%. Mais c'est surtout intéressant ici, entre 60 et 61, vous passez de 30 à 36, mais entre 70 et 80, vous passez de 15% de patients à 28%, vous multipliez par 2, et dans la dernière tranche, c'est-à-dire plus de 80 ans, vous passez de 6 à 21, vous multipliez quasiment par 3 la spécificité de votre test. Donc elle a confirmé ça dans des études, dans deux autres cohortes, là je vous ai rapporté un seul set de validation sur 2158 patients, 46% de patients inférieurs au cut-off traditionnel, 45 quand on est entre 50 et 60, 26% entre 60 et 70, 16 entre 70 et 80, et 15 quand on a plus de 80 ans, donc 15% seulement, comme je vous l'ai dit. Et quand on utilise le cut-off spécifique à l'âge, vous passez donc de 45 à 50, c'est moyennement rentable, mais ici 26 à 36, ça commence à être bien. 16 à 33, vous multipliez par 2, 15 à 29, vous multipliez par 2. Et tout ça sans trop perdre de sensibilité et de VPN, parce que vous n'avez que peu de patients pour lesquels on a un faux négatif relatif. Et là, pour les deux réactifs qui avaient été utilisés dans le set de validation, les résultats sont à peu près équivalents. Il y avait le VIDAS et le Tinacant d'un autre fournisseur. Alors nous, je vais vous montrer là les résultats qu'on a obtenus dans deux études différentes. Deux études, une de la vraie vie et une qui était une étude de management prospective. Donc la première étude, c'est une étude multicentrique de management destinée à évaluer les performances d'un réactif qui est de l'agglutination latex. C'est une technique automatisée sur nos automates d'hémostase chez les patients ambulatoires suspects de maladie thromboembolique veineuse, classés selon les scores de Wells. Alors, c'est un papier qui avait été publié dans Thrombosis Research en 2010. Il y avait 747 patients inclus, mais pour les calculs, je me suis contenté des patients qui avaient une probabilité non élevée, étant donné que vous savez que les dédimères ne sont pas indiqués chez les patients ayant une probabilité élevée de maladie thromboembolique veineuse. Donc, le design, c'était simple, des tests objectifs réalisés en cas de dédimère supérieur au cut-off. Il y avait un suivi des patients de 3 mois en cas de dédimères normaux. Et le diagnostic de maladie thromboembolique était confirmé par les examens objectifs habituels chez 88 patients, donc 13% de la population, 44 TVP et 44 EP. C'est 44 TVP là et 44 EP. Alors,
Les taux des dédimères étaient plus élevés chez les patients avec thrombose que sans thrombose. On est content. Et le taux des dédimères était supérieur au cut-off de 500 nanogrammes par millilitre chez tous les patients avec MTEV confirmé, c'est-à-dire une sensibilité de 100%. Et donc, on avait une valeur prédictive négative, ce qui est quand même le plus important, de 100%. Alors, vous avez ici les résultats avec ce cut-off de 500 nanogrammes par millilitre, avec une prévalence de thrombose de 13,2% dans la population, une VPN de 100%, une sensibilité de 100% et une spécificité de 46,2%. Vous avez les intervalles de confiance qui sont rapportés. Et pour ce réactif également, on avait une corrélation, mais qui était moins bonne, clairement, qu'avec le VIDAS, où c'était vraiment très, très significatif. Alors, ici, vous avez le taux des dédimères en médiane et range, avec le nombre à côté, chez les patients sans maladie thromboembolique et chez ceux chez qui on a objectivé une maladie thromboembolique. Vous vous rendez compte que jusqu'à environ 60 ans, le taux médian de dédimère chez les patients sans thrombose n'évolue que peu. Ça commence à augmenter ici, c'est à 490, c'est-à-dire à 10 nanogrammes par millilitre cut-off. Et dès qu'on passe dans la tranche d'âge 70-79, hop, vous êtes à 648, c'est-à-dire qu'il y en a plus de la moitié qui sont au-dessus. Dans la tranche d'âge 80-89, 889, c'est-à-dire pratiquement 900, et à plus de 90 ans, la médiane, elle est à 1067. Et là, vous avez le taux chez les patients avec maladie thromboembolique. C'est à peu près le même schéma, sauf que là, ça évolue relativement peu jusqu'à 70 ans. Après, ça monte et un petit décrochement. Et pour exprimer sous une autre forme ça, c'est-à-dire le pourcentage de patients avec des taux inférieurs à 500, vous voyez qu'il y en a 60% environ jusqu'à 60 ans. Et dès qu'on dépasse 60 ans, eh bien, on commence à arriver à juste la moitié ici. Normal, hein, ils ont 490 en médiane, mais dans la tranche d'âge 70-79, il y en a 36%. Entre 80 et 89, il y en a 11%. Et à plus de 90, bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 21%. Pierre, laisse-nous du temps pour la discussion. Ouais, je me dépêche. Résultat, spécificité, donc cut-off adapté à l'âge, vous voyez, la spécificité qui augmente quand on utilise des cut-offs spécifiques. La valeur prédictive négative, elle est toujours bonne. On a simplement un faux négatif dans cette tranche d'âge-là. Et vous avez ici les différentes hypothèses. Alors, le cut-off fixe à 500, le cut-off fixe à 750, que la blanche avait montré, le cut-off adapté correspond à 500 plus 100 nanogrammes par millilitre par tranche de 10 ans d'âge, petite augmentation, et le cut-off de Douma, cut-off spécifique à l'âge, c'est-à-dire âge multiplié par 10, et c'est cette dernière colonne qui donne les meilleurs résultats. On a la même VPN, c'est-à-dire on manque le même patient dans ces trois stratégies. Donc, il peut y avoir des patients qui ont un événement thromboembolique, mais qui ont un taux de dédimère inférieur au cut-off spécifique, tout en étant supérieur à 500. J'en ai pour 2 minutes. Je suis désolé. Pas de discussion, alors. La même chose, on a fait la même chose dans l'étude unicentrique de tout à l'heure, avec le VIDAS sur 1000 patients consécutifs, des résultats à peu près équivalents, VPN 99,4, spécificité 55. Et je vais vous passer ces diapos-là pour vous montrer simplement qu'on a exactement le même profil avec le VIDAS, c'est-à-dire que le cut-off à 500, on a 55,1, on augmente un petit peu quand on utilise le cut-off à 750, tout en perdant 3 patients, 3 faux négatifs. Ici, cut-off adapté, c'est-à-dire 500 plus 100 par tranche de 10 ans d'âge, on a les mêmes 3%, on augmente un petit peu encore la spécificité. Et ici, cut-off spécifique à l'âge, âge multiplié par 10, on a 63,5%, mais on a un autre faux négatif. Donc en clair, ces résultats confirment qu'il y a un effet âge, c'est clair. En utilisant le cut-off adapté à l'âge, on améliore les performances en termes de spécificité, c'est-à-dire qu'on envoie moins souvent les patients aux doppléristes ou aux radiologues.
mais qu'on a quand même un petit pourcentage de patients pour lesquels on peut avoir un faux négatif. Et dans les études, il y a une étude de management prospective multicentrique, c'est Adjust PI, qui a été publiée l'année dernière dans JAMA, et qui montre que cette stratégie est tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'en utilisant le cutoff ajusté à l'âge, donc âge multiplié par 10, on améliore très nettement la spécificité sans perdre beaucoup de sensibilité et de VPN. Donc, Adjust DVT, c'est en cours. On va peut-être en discuter, justement. Ça, c'était les études. Et je vous remercie de votre attention. Vous avez bien compris que les décimères augmentent avec l'âge, hein? Bon. Et qu'il faut en tenir compte dans l'interprétation. Juste une remarque, Pierre. Il y a un truc qui intéresse les urgentistes, c'est la dissection aortique. Et dans la section aortique, les décimères augmentent, hein. Ça fait partie intégrante des critères, d'ailleurs, diagnostiques. Pierre, l'autre Pierre ne veut pas qu'on discute. Donc, on va passer au topo suivant. Désolé. Merci, Pierre. Bien, bonjour. Merci à Yann-Éric et Patrick pour leur invitation. Donc, je vais vous parler de traitement ambulatoire de la maladie thromboembolique. Je voudrais commencer déjà par savoir un petit sondage. Qui traite en ambulatoire les embolies pulmonaires dans la salle? Parfois. Bon, donc j'ai du boulot. Donc, ça tombe bien. Donc, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut traiter des embolies pulmonaires en ambulatoire. Ceci, c'est mes liens d'intérêt. Donc, vous savez qu'il y a un des versants de la maladie thromboembolique veineuse, qui est la thrombose veineuse profonde, pour lequel la prise en charge ambulatoire est la règle. Il y a plusieurs données qui sous-tendent ce type de prise en charge. D'abord, il y a plusieurs essais randomisés qui ont démontré la faisabilité, la sécurité, sans parler des avantages économiques d'un traitement ambulatoire par héparine de bas poids moléculaire, des thromboses veineuses profondes. Vous savez qu'un certain nombre de ces patients présentent en plus une embolie pulmonaire qui n'est pas forcément diagnostiquée. Donc c'est déjà un premier élément. Deuxièmement, la mobilisation précoce des malades avec une thrombose veineuse profonde, c'est recommandé, ça n'augmente pas le risque embolique, donc il est inutile de garder le malade au fond de son lit et encore moins à l'hôpital. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est bien clair désormais pour la thrombose veineuse profonde, si bien que ce type de traitement est devenu la règle et que seulement les malades avec plein de comorbidités ou qui ont un maintien à domicile impossible, ces malades-là demeurent à l'hôpital, ce qui correspond à vraiment une minorité de ces patients. Et donc plusieurs sociétés savantes recommandent, avec un fort niveau de preuve, la prise en charge ambulatoire de la thrombose veineuse profonde. Alors, il n'en est rien pour l'embolie pulmonaire, et effectivement, quand on se base sur les données PMSI, ça sert aussi à ça, le PMSI, on peut avoir une vision un petit peu de la prise en charge de l'embolie pulmonaire en France, et vous voyez que la durée moyenne de séjour pour une embolie pulmonaire en France, et on n'est pas il y a 30 ans, on est en 2010, eh bien c'est 10 jours. Donc en France, tout centre hospitalier confondu, vous avez une embolie pulmonaire, la durée moyenne de séjour, c'est 10 jours. Donc il y a effectivement beaucoup de boulot, et vous voyez que ça correspond à beaucoup de malades, beaucoup de séjours, 35 000 séjours, donc on est cohérent avec les données de la littérature qui vous disent qu'il y a environ 40 000 nouveaux cas d'embolie pulmonaire par an. Alors, j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui empêchait le traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire, et j'ai essayé de trouver deux arguments. Le premier, c'est que peut-être que c'est plus simple d'initier le traitement anticoagulant à l'hôpital, parce que le traitement conventionnel qui est une héparine de bas poids moléculaire ou du fondaparinux relayé par les AVK, eh bien, on sait que cette période initiale est un peu difficile, il faut doser les INR, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'avoir le malade dans un lit plutôt que de lui demander d'aller faire son INR, de récupérer le résultat. Alors, cet argument, il tient pas beaucoup parce que finalement, le traitement anticoagulant de la maladie thromboembolique veineuse, il se simplifie d'année en année. On est passé de la préhistoire où on mettait le malade effectivement au fond du lit, accroché à une seringue électrique d'héparine, on lui disait surtout de ne pas bouger, on démarrait le relais par les AVK au bout d'une semaine d'héparine, etc., à des schémas un petit peu plus simples avec l'apparition des HBPM, puis le fondaparinux, et puis les anticoagulants oraux directs qui ont quand même considérablement bouleversé et simplifié la prise en charge du traitement anticoagulant,
que ce soit pour la fibrillation atriale, mais également pour la maladie thromboembolique veineuse. Si bien que finalement, l'héparine non fractionnée, elle est maintenant uniquement réservée aux patients qui ont une contre-indication à ces traitements, à savoir les malades avec une insuffisance rénale chronique sévère, avec une clairance inférieure à 30. Et donc les anticoagulants oraux directs, c'est effectivement des molécules qui sont disponibles par voie orale, donc c'est effectivement très simple d'administration. C'est des molécules qui sont immédiatement actives, et donc avec un pic d'action relativement rapide, ce qui autorise dans un certain nombre de cas d'utiliser ces molécules dès le diagnostic, sans passer par une héparine de bas poids moléculaire ou du fondaparinux. Ce sont des molécules qui ont été évaluées dans la maladie thromboembolique veineuse comme pour la fibrillation atriale sans surveillance biologique, et donc c'est là aussi le gain en simplification que l'on a obtenu, avec des résultats que vous connaissez, des études de non-infériorité qui montrent que ces molécules, plus simples, sont au moins aussi efficaces que le traitement conventionnel, avec pour 2 d'entre elles une évaluation d'emblée sans relais sans utilisation initiale d'une héparine de bas poids moléculaire, que ce soit pour le rivaroxaban ou que ce soit pour l'apixaban. Et cette utilisation de ces nouveaux anticoagulants, de ces anticoagulants oraux directs, a déjà un impact sur la durée d'hospitalisation. Alors ça, c'est des données tirées de l'étude Einstein qui évaluait le rivaroxaban, dans laquelle on gagnait déjà 1 jour d'hospitalisation sur la durée médiane chez les malades qui étaient randomisés dans le bras rivaroxaban comparativement au traitement conventionnel. Et il y a fort à parier que si on regarde dans les données, on les a regardées dans notre centre, on a déjà aussi une durée d'hospitalisation qui est maintenant beaucoup plus courte. Alors le deuxième argument qui freinerait les cliniciens à garder les malades à l'hôpital, c'est que la létalité d'une embolie pulmonaire est plus importante que celle d'une thrombose veineuse profonde. Et là encore, les données du PMSI vous le montrent. Vous voyez que la létalité hospitalière d'une embolie pulmonaire est 5 fois plus élevée que celle d'une thrombose veineuse profonde. Donc effectivement, on n'a pas très envie que le malade décède à son domicile. C'est confirmé dans différentes études de la littérature, que ce soit dans les études de cohorte, où vous voyez que la mortalité à moyen terme, alors là on est, suivant les études, en gros aux alentours de 3 mois, vous voyez que la mortalité est de l'ordre est 3 fois plus élevée que celle d'une thrombose veineuse profonde. Elle est évidemment beaucoup plus faible dans les essais thérapeutiques où les malades sont sélectionnés. Alors là aussi, clairement, une embolie grave, c'est relativement rare. Une embolie grave, c'est une embolie avec un état de choc. C'est fort heureusement une situation clinique rare. C'est moins de 5% des malades dans les cohortes, tout venant de patients avec une embolie pulmonaire. Et c'est vrai que ces malades-là, quand ils arrivent avec un état de choc, la mortalité est très élevée. Et évidemment, dans cette situation-là, l'hospitalisation est évidemment absolument indispensable. Mais l'immense majorité des malades n'ont pas d'état de choc. Et chez ces malades-là, vous voyez que la mortalité hospitalière est très faible, moins de 5%. Et donc finalement, quel est l'intérêt de garder ces malades-là à l'hôpital? Donc c'est la question qu'on se pose. Alors, comment identifier ces malades justement chez qui il ne va rien se passer et qui pourraient bénéficier d'une prise en charge ambulatoire? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a développé un certain nombre d'outils de stratification du risque chez les malades avec une embolie pulmonaire qui permettent d'identifier des patients à faible risque de décès et à faible risque de complications. On a plein d'outils. Ces outils ont été variablement évalués dans la littérature. On a tout d'abord des scores cliniques. Je m'y attarderai un petit peu tout de suite après. On a un score qui est très connu, le score PESI ou sa version simplifiée. Des critères pragmatiques un peu moins utilisés que les critères ESTIA. On a également une batterie de biomarqueurs qui marquent la dilatation du ventricule droit ou l'ischémie du ventricule droit, et puis des critères d'imagerie. Et puis on a des combinaisons de ces outils dans des modèles pronostiques qui sont un petit peu plus complexes. Bref, vous voyez qu'on a le choix pour utiliser des outils pour identifier des malades chez qui le pronostic va être tout à fait excellent. Alors le score PESI, vous le connaissez, c'est le score le plus validé, pas le plus utilisé, mais le plus validé dans la littérature. On a une version originale qui est quand même un peu imbitable avec un nombre de paramètres qui sont avec un nombre de points différents d'un paramètre à l'autre, mais une version simplifiée qui est quand même tout à fait utile et utilisable en pratique quotidienne, qui sélectionne 6
des variables du score original et qui lui applique un même nombre de points. C'est très simple d'utilisation. Et lorsque vous avez un score PESI original, un score faible, moins de 85 points, eh bien vous voyez que le risque de mortalité à 30 jours, c'est aux alentours de 1,5%. Lorsque vous avez un score PESI simplifié qui est égal à 0, donc lorsque aucune de ces variables n'est présente, eh bien vous avez un risque de décéder de 1%. Est-ce qu'il est utile de garder des malades à l'hôpital pour simplement les regarder et leur serrer la paluche? Je ne suis pas certain. Et ces deux scores marchent aussi bien avec, vous voyez, les deux courbes ROC qui se chevauchent, donc pas de problème. Le score PESI, ça sert pour identifier des malades à faible risque de mortalité, mais on ne veut pas non plus uniquement prévenir la mortalité chez les malades avec une embolie pulmonaire, on veut aussi prévenir le risque de complications majeures, des récidives, éventuellement des hémorragies. Eh bien, vous voyez dans ces analyses, dans différentes études de cohorte, que chez les malades, tout ça marche très bien, avec des malades en classe 1-2 du score original. Eh bien, vous voyez que les valeurs prédictives négatives sont tout à fait excellentes. Elles frisent les 100%. Donc, ce score est tout à fait bien validé pour identifier des malades à faible risque. Les critères ESTIA sont des critères qui sont un petit peu différents. C'est des critères plutôt pragmatiques. C'est une checklist. C'est une checklist qui a été évaluée à partir d'une étude de cohorte. Donc, c'est une construction qui est un petit peu différente des scores PESI. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui est du bon sens clinique. Et vous voyez, ces 11 éléments pragmatiques vous listent les situations dans lesquelles les malades doivent rester à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un état de choc? Est-ce qu'il y a besoin d'une thrombolyse? Est-ce que le malade saigne? Est-ce que le malade a besoin d'oxygène? Est-ce qu'il a besoin de médicaments pour calmer une douleur qui n'est pas un traitement oral? Etc., etc. Et lorsque vous avez l'un de ces critères, eh bien, le malade nécessite une hospitalisation et donc il n'est pas éligible au traitement ambulatoire. À l'inverse, lorsque aucun de ces critères n'est présent, eh bien, le traitement ambulatoire est envisageable. Alors, on a pour l'utilisation de ces critères ESTIA qui ont été développés en Hollande, à notre disposition deux études, une étude prospective multicentrique de cohorte et un essai randomisé dont je vous donnerai quelques résultats. Et puis les autres outils pronostiques dont je vous ai parlé marchent très très bien. Vous voyez que ce soit la troponine, le BNP, l'échocardiographie ou l'évaluation de la dilatation du VD sur le scanner, bien vous voyez que les valeurs prédictives négatives sont excellentes, toutes proches de 100%, au-delà de 95%. Donc en gros, lorsque tout ça est normal, ben, vous avez très peu de risques d'avoir une complication, un décès ou une complication. À l'inverse, c'est vrai que lorsque ces paramètres sont positifs, la valeur prédictive positive est très mauvaise, et bien que la positivité de l'un de ces paramètres n'est pas forcément synonyme de complication. Et donc ceci a poussé les sociétés savantes à développer un algorithme de stratification du risque, développé et publié l'année dernière par la Société européenne de cardio. Donc on commence par prendre la pression artérielle du malade. Il y a un état de choc, on a une embolie grave et on va en réanimation. Il n'y a pas d'état de choc, c'est 95% des malades. Eh bien, la deuxième étape consiste à calculer le score PESI. Vous choisissez celui que vous préférez, peut-être le score simplifié. Le score est nul, vous êtes à faible risque. Le score n'est pas nul. Eh bien, là, à ce moment-là, vous regardez les paramètres du ventricule droit sur le scanner, sur l'écho et éventuellement l'un des biomarqueurs. L'un de ces biomarqueurs où le VD est dilaté, eh bien, vous êtes à risque intermédiaire faible. Lorsque vous avez un VD dilaté et ischémique, eh bien, vous êtes à risque intermédiaire fort. Donc, vous voyez que de façon très simple et assez pragmatique, on est capable de stratifier le risque des patients entre, il va se passer en gros 1% dans les 30 jours de mortalité et de complications à plus de 30-40% de complications grâce à l'utilisation d'outils qui sont maintenant bien validés dans la littérature. Alors maintenant, est-ce qu'on a des preuves sur l'efficacité et la sécurité du traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire? Et donc, on a à notre disposition plein d'études qui ont été maintenant méta-analysées. Je vais en décrire quelques-unes pour vous montrer qu'elles sont toutes cohérentes.
On a tout d'abord des études rétrospectives qui nous proviennent du Canada dans des structures de soins où clairement la prise en charge ambulatoire coule dans les veines des malades et des docteurs d'ailleurs, avec une organisation des soins qui est clairement dirigée vers la prise en charge ambulatoire. Et 2 centres ont rapporté leur expérience sur des études rétrospectives monocentriques. Donc c'est un petit peu fragile. Vous voyez, à des époques où les anticoagulants oraux directs n'étaient pas disponibles, et là, ils ont les malades éligibles au traitement ambulatoire, c'était un peu des critères ESTIAS, c'était des malades qui ne justifiaient pas une hospitalisation parce qu'ils avaient une hémodynamique stable, ils ne nécessitaient pas d'oxygène, ils n'avaient pas d'insuffisance rénale, il n'y avait pas de comorbidité. Et ces malades étaient traités de manière conventionnelle, héparine, relais par les AVK, tout ça en ambulatoire, puisque lorsque aucun de ces critères n'était présent, le malade, il sortait des J1. Donc il était vu aux urgences, il sortait des urgences une fois le diagnostic fait, mais il n'était pas laissé dans la nature. Et effectivement, 24-48 heures plus tard, il voyait le spécialiste de la thrombose, et il était revu à J7, il était revu à 3 mois. Donc clairement, on introduit d'emblée la notion de filière de soins présente dès la sortie des urgences, et c'est ça qui est fondamental. Et vous voyez que quand on fait comme ça, eh bien, vous voyez que déjà, les auteurs traitent en ambulatoire 50% des malades. La moitié des malades avec une embolie pulmonaire à Ottawa sont traités en ambulatoire. Et les résultats sont tout à fait excellents. Hein. Vous voyez qu'à 14 jours ou à 3 mois, eh bien, que ce soit la mortalité liée à l'embolie, que ce soit les récidives, que ce soit les hémorragies majeures, que ce soit les réadmissions liées à la maladie thromboembolique veineuse, eh bien, à 15 jours, vous voyez qu'on a très peu d'événements, et à 3 mois, on a également extrêmement peu d'événements, ce qui vous montre que tout ça est tout à fait sûr et efficace. Ces résultats ont été confirmés dans une autre étude canadienne, avec des critères qui étaient à peu près identiques, avec là aussi à peu près 50% des malades qui étaient pris en charge en ambulatoire, et des résultats qui sont là aussi tout à fait rassurants, puisque vous voyez qu'à 3 mois, parmi les 314 malades traités en ambulatoire, eh bien 3 récidives d'EP, 0,95%, 3 hémorragies majeures, 0,95%, 9 décès, 3%, aucun lié à une embolie ou à une hémorragie. C'était essentiellement le cancer qui était à l'origine du décès dans les 3 mois. Alors ensuite, tout ça, c'est des études rétrospectives monocentriques. Vous allez me dire, c'est bien gentil. Est-ce que vous avez à votre disposition des essais qui démontrent cela? La réponse est oui. OTPE, un essai multicentrique francophone, européen francophone, 2007-2010, 344 malades qui étaient sélectionnés sur la base du score PESI. Des malades qui arrivaient aux urgences avec une embolie pulmonaire, on leur calculait le score PESI, ils étaient en classe 1 ou 2 PESI, eh bien ces malades étaient randomisés pour une prise en charge conventionnelle à l'hôpital, ou au contraire, sortir dans les 24 heures suivant l'inclusion à la maison. Le traitement était exactement le même dans les 2 bras, enoxaparine, relais par les AVK, et le critère de jugement, et critère d'efficacité, les récidives, qui étaient évalués à 3 mois, les hémorragies majeures, J14, J90, la mortalité à J90. C'était un essai de non-infériorité, on voulait simplement démontrer que la stratégie ambulatoire était au moins aussi efficace que la stratégie conventionnelle. L'essai vous montre que donc un peu plus de 300 malades randomisés. À J90, vous voyez qu'il y a eu une seule récidive dans le bras ambulatoire, 0 dans le bras conventionnel. La différence, la non-infériorité est démontrée entre ces 2 stratégies. Sur la sécurité, qui est donc les saignements majeurs, eh bien, vous voyez qu'il y avait un tout petit peu plus d'hémorragie majeure, mais à J90, avec un critère de non-infériorité qui dépassait un tout petit peu le critère qui était fixé, et pas de différence en termes de mortalité, un mort dans chacun des 2 bras. Qu'est-ce qui se passait une fois que les malades étaient pris en charge en ambulatoire? Ils revenaient pas plus souvent, ils n'étaient pas plus souvent réhospitalisés, ils reconsultaient pas plus souvent au SAU pour des problèmes liés à leur maladie thromboembolique veineuse, et la satisfaction était globale dans les 2 bras. Il faut dire qu'on est dans un essai randomisé, donc les malades sont sélectionnés et ils étaient évidemment très très chouchoutés. L'utilisation des critères ESTIA, 2 études néerlandaises, l'une publiée, l'autre soumise pour publication.
qui a évalué l'utilité de sélectionner des malades pour la prise en charge ambulatoire sur ces fameux critères ESTIA dont je vous ai parlé. Aucun critère présent, le malade sort de l'hôpital avec une prise en charge ambulatoire. Là encore, on est dans un pays, en Hollande, où il y a une filiarisation des patients avec des cliniques des anticoagulants et une prise en charge ambulatoire qui est organisée et bien orchestrée. Et là encore, vous voyez que 50% des malades sont traités en ambulatoire en appliquant ces critères pragmatiques avec une bonne sécurité, une bonne efficacité, puisque le récidive, 2% de récidive chez les patients, avec ici les jours de survenue de récidive, beaucoup à la phase aiguë, ce qui est bien attendu. Des complications hémorragiques majeures très faibles, 0,67% de complications hémorragiques, et une mortalité toute cause de 1% dans les 3 mois suivant le diagnostic. Donc vous voyez qu'en sélectionnant les malades sur la base de critères pragmatiques, eh bien on arrive à traiter de manière sûre et efficace des patients avec une embolie pulmonaire. Cette étude a été faite, l'étude VESPA, c'est un petit peu le prolongement qui était de se dire, bah tiens, est-ce que, à côté des critères ESTIA, est-ce qu'on ne peut pas affiner un peu les choses en dosant le NT-proBNP? Et donc, dans cette étude, les malades qui avaient des critères ESTIA tous négatifs, donc éligibles au traitement ambulatoire, ils étaient randomisés pour avoir un dosage de NT-proBNP ou ne pas avoir de dosage de NT-proBNP. Et lorsque le dosage de NT-proBNP était élevé, avec un cut-off à 500, ces malades étaient pris en charge en hospitalisation. Le rationnel était de dire, ces malades-là ont le VD dilaté, on sait que c'est un critère pronostic péjoratif dans l'embolie pulmonaire, il faut peut-être les garder en hospitalisation. À l'inverse, ceux qui avaient un NT-proBNP négatif ou ceux qui étaient dans le bras sans dosage étaient tous pris en charge en ambulatoire, mais de façon intéressante, les auteurs néerlandais ont gardé des tubes de sang de ces patients-là pour faire un dosage a posteriori et vous regardez ce qui se passait. 275 malades dans les 2 bras, et là encore, l'étude qui est soumise pour publication et qui a été présentée à au dernier congrès de l'ESC vous montre que d'associer un dosage d'un biomarqueur, ici c'était le NT-proBNP, ne fait pas mieux que d'utiliser la stratégie uniquement avec les critères ESTIA, puisque vous voyez que dans la stratégie sans dosage, il y avait un petit peu plus de complications à J30, mais la différence n'était pas significative entre les 2 bras. Et surtout, de façon intéressante, ces complications, elles sont survenues chez des malades qui avaient un NT-proBNP négatif, donc des malades qui auraient de toute façon été pris en charge en ambulatoire, donc c'est vraiment pas la question. Et donc, tout l'ensemble de ces données de la littérature a fait l'objet de méta-analyses. Vous voyez qu'on a maintenant des données qui s'accumulent, hein. On n'est plus avec une étude rétrospective. Là, on a 1657 malades, 13 études qui ont évalué l'efficacité et la sécurité de la prise en charge ambulatoire, avec des taux d'événements qui sont tout à fait faibles et qui confirment les données d'étude en étude. 1,70% de récidive chez les malades pris en charge en ambulatoire, un peu moins de 2% de mortalité globale ou moins de 1% de complications hémorragiques majeures. Donc vous voyez que dans ces études, on vous confirme que quand on sélectionne ces malades sur la base de scores ou d'éléments plus pragmatiques, on est capable d'identifier des malades chez qui il ne se passe rien, y compris quand on les traite en ambulatoire. Alors que disent, pour terminer, les sociétés savantes? Elles ont été initialement un peu frileuses à juste titre, puisqu'on manquait de données. Hein, les recommandations de l'ESC en 2008 ou de l'AFSAPS en 2009. Mais les recommandations de l'ESC de 2014 vont maintenant un peu plus loin et se positionnent clairement pour considérer le traitement ambulatoire ou après une très courte hospitalisation chez les malades à faible risque avec une embolie pulmonaire, avec un niveau de recommandation qui est pour l'instant pas très élevé, puisqu'on ne dispose pas d'essais randomisés de puissance suffisante, et en tout cas en nombre suffisamment nombreux pour pouvoir le démontrer. Mais vous voyez que les choses avancent. Et clairement, ces malades-là, on les sélectionne pour l'instant avec l'algorithme de l'ESC sur la base du score PESI, simplifié ou original. Et ces malades-là, si la prise en charge ambulatoire est possible, réalisable, eh bien, cette prise en charge est clairement recommandée dans les recommandations de l'ESC. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu pour vous dire que la simplification du schéma thérapeutique
avec les anticoagulants, le développement d'outils pronostiques simples d'utilisation, et dans les smartphones ou dans la poche de blouse, permettent d'envisager un traitement ambulatoire ou après une très courte hospitalisation de certains patients sélectionnés avec une embolie pulmonaire. Que la meilleure et la plus sûre façon d'identifier, de sélectionner ces malades pour la prise en charge ambulatoire, pour l'instant, fait l'objet de discussions. On n'est pas certain, est-ce que c'est PESI, est-ce que c'est Estia? Et donc pour essayer de trancher sur cette réponse, sur cette question, on a avec Pierre-Marie un projet qui est pour l'instant soumis au PHRC, qui j'espère sera financé, où on va randomiser les malades pour leur faire le PESI ou bien les critères Estia et les prendre en charge en ambulatoire. Quoi qu'il en soit, si on envisage une prise en charge ambulatoire, il me semble absolument indispensable de cocher un certain nombre de critères. Premièrement, il faut avoir la même rigueur diagnostique. Et encore plus chez des malades qu'on va lâcher du service des urgences. Donc, même rigueur diagnostique. Identifier et baliser le parcours de soins. Ça serait une catastrophe de prescrire un traitement anticoagulant et de ne plus revoir le malade, et en lui disant « voyez votre médecin traitant ». Ça serait une véritable catastrophe. En revanche, faire sortir le malade avec un rendez-vous dans les 3 jours ou dans la semaine qui suit son passage aux urgences avec des structures référentes dans la prise en charge de la maladie thromboembolique veineuse pour, premièrement, vérifier la qualité du diagnostic, deuxièmement, vérifier les contre-indications au traitement anticoagulant, troisièmement, évaluer le rapport risque-bénéfice de telle ou telle molécule, et surtout, à un moment donné, arrêter le traitement anticoagulant chez ces patients-là, est le gage du succès pour la prise en charge ambulatoire dans l'embolie pulmonaire. Voilà, je vous remercie. Donc, messieurs les modérateurs, alors merci beaucoup de me laisser beaucoup de temps pour faire cette controverse et de faire les arguments contre. Alors, d'abord, vous allez constater que je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette communication, alors que vous avez remarqué que l'autre orateur avait beaucoup de conflits d'intérêt. Et je vous laisserai juge de l'objectivité de son propos. Le premier argument, c'est que l'embolie pulmonaire, effectivement, et l'orateur nous l'a dit, Olivier nous l'a dit, c'est que effectivement, c'est bien codifié pour la thrombose veineuse profonde. La thrombose veineuse profonde, depuis les années 90, c'est bien démontré. On apprend aux étudiants à la faculté qu'il faut respecter les recommandations de la HAS, etc. Et on apprend aux étudiants qu'une des contre-indications du traitement ambulatoire de la thrombose veineuse profonde, c'est la suspicion d'embolie pulmonaire. Aujourd'hui, on nous dit de traiter en ambulatoire l'embolie pulmonaire, chercher l'erreur. Deuxièmement, c'est l'appréciation du risque. Effectivement, je suis d'accord, on va évidemment pas s'adresser à des patients qui risquent de mourir dans les 3 jours qui viennent. On va donc sélectionner des patients qui ont un faible risque de décéder dans les jours qui viennent. Et d'ailleurs, effectivement, dans les recommandations de l'ESC 2014, on voit qu'on peut considérer peut-être le départ précoce du patient pour envisager un traitement à domicile. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils qui évaluent correctement le risque de ces patients. Et en fait, Olivier Sanchel vous a dit que vous avez parlé des scores cliniques, le score PESI avec sa version simplifiée, de l'appréciation des critères de Estia, qui sont des critères effectivement pragmatiques, parfois même des données biologiques. Je ne vais pas revenir dans le détail là-dessus. Simplement, je voudrais vous parler du score du PESI, le fameux, qui effectivement semble correct. Et moi, je m'interroge, moi qui ne suis pas spécialiste de l'embolie pulmonaire, je regarde cette courbe ROC, et moi, je n'achète pas une courbe ROC comme ça, parce qu'elle ne me semble pas terrible, avec une surface sous la courbe qui n'est pas extraordinaire. Et quand je regarde 2 observateurs qui cotent un PESI chez un patient qui a une embolie pulmonaire, on voit quand même qu'il y a une variabilité dans la cotation, ce qui veut dire que peut-être que parfois on se trompe et que surtout aux urgences on doit aller vite. On va dire celui-là il n'est pas grave alors peut-être qu'un autre aurait dit qu'il était grave. D'autre part, le PESI, là c'est le scientifique qui vous parle, a été validé, mais pas pour des patients ambulatoires, pour des patients qui ont été traités à l'hôpital. Et donc là, de façon arbitraire, on va étendre la qualité du PESI pour apprécier la gravité de patients qui seraient traités à domicile. Et donc je m'interroge de façon claire sur l'utilisation de ce score pour apprécier la gravité de patients qu'on va traiter à domicile. Le score simplifié, effectivement, il a la même courbe ROC que l'autre, c'est pas terrible. Et en plus, vous voyez, c'est un score sur 6 points. Moi, je vous mets au défi de faire le diagnostic d'embolie pulmonaire aux urgences d'un patient jeune, d'un patient qui n'a pas d'antécédent de cancer, qui n'est pas tachycarde, qui n'est pas hypoxémique et qui est normotendu. Mais c'est le score simplifié de PESI. Le score Estia, il est certes pragmatique, mais il est aussi peut-être un peu subjectif. Regardez, on a des critères qui sont laissés à la discrétion du praticien. Et donc là aussi, certains seront d'accord pour dire qu'il est grave, d'autres diront qu'il n'est pas grave.
et tout ceci est discutable. D'autre part, ce sont des critères qui, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste, je crois, n'ont pas été validés de façon externe et restent des critères qui sont utilisés dans ce centre. Troisième argument, les preuves scientifiques qu'on a essayé de vous dire sont des preuves qui sont quand même discutables. Quand vous prenez notre Bible à nous, urgentistes, qui sont quand même cette revue, l'Annals of Emergency Medicine, qui en 2012 a refait le point sur qu'est-ce qu'on a comme argument pour traiter des patients en ambulatoire. En fait, elle a repris les études et vous voyez qu'en fait, elle s'est intéressée, elle a screené un grand nombre d'études pour finalement retrouver 8 études, 8 malheureuses études, dont 7 études observationnelles dont on connaît les limites en termes de crédibilité scientifique, et une seule étude prospective randomisée qui n'était quand même pas aveugle pour les évaluateurs. Et quand vous regardez la qualité des preuves apportées par ces données, quand on regarde les auteurs, ils disent que c'est très faible pour les études observationnelles et finalement même modéré pour la seule étude prospective randomisée qui aujourd'hui existe dans la littérature. Et quand on regarde aussi les résultats que nous a montré d'ailleurs tout à l'heure Olivier Sanchez de leur travail, dont il est co-signataire, en fait c'est extrêmement intéressant, mais moi je vois quand même que tous les patients qui ont eu des problèmes sont dans le groupe outpatient group, et moi quand je préfère être dans le patient inpatient group, je vous laisserai choisir celui que vous voulez. Par ailleurs, l'auteur, Olivier Sanchez, ne nous a pas parlé de ce travail, qui est quand même un travail qui a été publié, certes peut-être pas dans une très grande revue, qui s'était intéressé, vous voyez, là aussi au traitement ambulatoire de l'embolie, enfin au traitement, en fait c'était ambulatoire ou d'hospitalisation courte chez des patients qui étaient atteints d'embolie pulmonaire, avec des critères de gravité qui étaient un peu basés, c'était pas le score PESI, mais c'était finalement assez proche entre le STIA et le PESI, donc des patients qui semblaient pas si graves que ça. Et en fait, quand on a regardé finalement, le critère de jugement c'était la récidive thromboembolique, le saignement, la mortalité précoce. Et on devait inclure dans ce travail, pour répondre à la question, le nombre de sujets nécessaires était de 671 patients dans chaque bras, donc sur un beau travail prospectif. Et malheureusement, après les premiers 132 patients, on a dû arrêter le travail. Le comité qui suivait ce protocole a arrêté le travail de façon prématurée, parce qu'on avait deux morts précoces dans le bras des patients avec sortie précoce. Et donc quand même, on doit citer ce travail. Quatrième argument, c'est que, moi aujourd'hui je vous parle du traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire en France, pas aux Pays-Bas, pas en Scandinavie, pas au Canada. Aujourd'hui on est en France, et quand même en France, je suis désolé, on va discuter des liens lient l'hôpital et la ville qui sont extraordinaires, de la surveillance de l'anticoagulation en ville qui est extraordinaire, parce que d'ailleurs les 40% de l'INR, je serais curieux de savoir ce qu'ils sont en France par rapport à d'autres pays, je ne sais pas si ça a été fait, je m'adresserai aux spécialistes qui pourront peut-être me répondre à la question. La surveillance du risque de saignement, la gestion des événements parallèles, qui aussi n'est pas simple. L'éducation thérapeutique, on en parlait tout à l'heure. La gestion des problèmes sociaux, qui également n'est pas simple. Et c'est intéressant de regarder que quand on voit les études qui ont été publiées, les études néerlandaises, effectivement, Olivier Sanchez le disait, dans ces pays-là, on a des cliniques de l'anticoagulation. Vous mettez le patient dans la rue, et le patient, il va à la clinique de l'anticoagulation, on le voit, on le convoque à 7 jours, à 14 jours, on lui surveille le truc, c'est parfait. Et dans toutes les études publiées, on voit qu'il y avait le thrombosis service qui n'existe pas en France. Et quand on regarde en Europe ce qui se passe, hors pays scandinaves, puisque je vous rappelle que les pays scandinaves sont très bons, ainsi que la Hollande, eh bien vous voyez que les INR, quand on s'adresse aux AVK, en France, vous le savez, ils ont fait au laboratoire, puis après on va voir son docteur quand on peut, ou le docteur appelle, enfin voilà. Alors que dans les autres pays, quand même, c'est beaucoup mieux structuré. Et on a des cliniques d'anticoagulation, voire des automesures, notamment en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est ce papier qui est assez récent, qui est un papier fait dans une revue française, où on a interrogé des médecins traitants sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'acceptabilité de traiter l'embolie pulmonaire en ambulatoire. Une étude qui était faite à Montpellier. Et en fait, dans ce travail, il y a deux parties. Une première partie qui s'est intéressée aux embolies pulmonaires qu'avaient observé les Montpelliérains dans l'étude du suivi de ces patients. Et puis ensuite, on a interrogé les médecins traitants par rapport au traitement potentiel de l'embolie pulmonaire en ambulatoire. Et qu'est-ce qu'on voit? Première chose, on voit que dans le suivi des patients, seuls 14%, au vu des critères de gravité, auraient pu bénéficier d'un traitement ambulatoire,
versus, rappelez-vous, 50% au Canada, peut-être qu'on n'a pas les mêmes malades, et que 0,9% ont été traités en ambulatoire. Et que si on regarde les médecins généralistes, un tiers d'entre eux est contre le traitement ambulatoire de l'embolie pulmonaire, parce que c'est grave, parce qu'on peut saigner, parce que je n'ai pas de lien possible avec l'hôpital. Au total, vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord, parce qu'on ne peut pas apprécier correctement le pronostic rapidement aux urgences, que les données scientifiques, à mon goût, sont insuffisantes, que le parcours de soins extra-hospitaliers en France n'est pas bien défini. On ne parle pas d'ENACO, c'est un peu différent, et peut-être que quand des papiers sont publiés avec ENACO, on pourra en reparler, mais pour l'instant, moi je dirais que je suis contre, et je vous remercie de votre attention. Merci Jacques. Moi je trouve qu'ils ont été bons tous les deux, maintenant c'est à vous de les départager. Vous avez des remarques probablement, des histoires de chasse comme disait Pierre, ou des idées à vous aussi. Alors juste une réponse pour les INR, ça a été fait dans la FA, dans l'étude d'Abigatran Relay, et en France on est plus proche des pays sous-développés que des pays qui ont des cliniques anticoagulants. On a des INR cibles dans 55% des cas à peu près, pas plus. Merci beaucoup. Pierre Michelet, Marseille, toujours. Pour lancer le débat, je vais être volontiers polémique. Effectivement, je m'inscris assez dans la démarche intellectuelle de mon ami niçois. Je reprendrai juste une donnée du PRO, traitement ambulatoire. Vous nous avez cité tout à l'heure la PMSI, durée d'hospitalisation PMSI pour les embolies pulmonaires. C'était 10 jours, c'est ça. Et là, on te propose donc de traiter en ambulatoire. Moi, ce que j'appelle ambulatoire dans mon service, le circuit ambulatoire, c'est maximum 4 à 6 heures. Après, c'est tout à fait l'ambulatoire, et a priori, les études que vous avez rapportées sont déjà plutôt de 24 heures. Donc c'est plutôt de l'UHD et pas vraiment ambulatoire. L'autre élément, puisqu'on veut être polémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 jours, si on peut le traiter en 12 ou 24 heures, en tout cas mettre tout ça en place, pendant 10 jours, on n'a pas fait grand-chose dans le service? Non, je ne crois pas, bien sûr. Les spécialistes ont fait des choses. Je veux dire par là qu'on est en train de varier en 30 ans les urgences. Il y a 30 ans, je n'étais pas encore au service d'urgence, on disait les urgences, c'est l'orientation diagnostique. On est d'accord. Il y a 20 ans, on disait c'est le diagnostic. Oui, il y a 10 ans. Maintenant, on dit c'est le traitement et la prise en charge globale. Je veux dire, où est-ce qu'on va s'arrêter? C'est-à-dire qu'en clair, aux urgences, on va nous demander en un temps record de gérer tout ça. Je prends notre exemple. J'ai fait un petit calcul. Dans les passages qui sont à Marseille, qui à mon avis ne sont pas plus importants qu'ailleurs, on va toujours utile. Quand je regarde mon nombre de médecins et le nombre de passages, chaque médecin doit gérer par jour, sur les 10-12 heures que fait sa vacation, entre 20 et 30-35 patients dans les grosses journées. Est-ce que vous pensez que dans ce délai-là, on peut correctement, même si on va s'occuper beaucoup de ces patients-là, réaliser un interrogatoire complet, en sachant qu'un tiers de mes patients qui sont là sont incapables de donner tous leurs antécédents, il faut attendre la famille, qu'on va arriver à faire un bilan correct, éventuellement associé à une échographie, un scanner injecté, l'interprétation d'un résultat, ça me semble beaucoup. Donc, je retiens de ce que vous dites, et ce qui me va tout à fait, et c'est là où on va se rejoindre sur le tronc commun, comme tout à l'heure, c'est qu'en effet, il faut des réseaux. Que ces réseaux sont sûrement présents dans des lieux très particuliers ou au niveau européen. Mais tant qu'on n'a pas construit ces réseaux, il faut prêter extrêmement attention, parce que je vous dis déjà ce qui est, puisqu'on parlait d'une histoire de chasse. L'autre jour, pas de place, comme d'habitude, en médecine interne, malgré l'excellent rapport qu'on a. Aucun service de pneumologie à la Timone, 950 lits, j'ai 250 passages par jour, aucune place en pneumo. Et ce que me répond le pneumologue, très gentiment, mais Pierre, j'ai vu des publications, passe là-dessus, t'es agrégé toi, mais lui les AO2, il renvoie à la maison. C'est pas aussi simple que ça. Le problème, c'est que c'est un petit peu le discours qui commence à apparaître. Les gens lisent comme nous, ils me disent, écoute, j'ai pas de place, mais tu sais, la solution, on a dit que ça marchait très bien. Donc là-dessus, je dis attention de ne pas trop demander, les urgentistes sont ambitieux. On a mis dans les urgences toute la prospective, effectivement, du diagnostic et maintenant du traitement. On y rajoute la VNI, on y rajoute l'échographie, et je suis parmi ceux qui ont faim de ça. On y rajoute beaucoup de choses, tout en diminuant le nombre de lits d'aval et en demandant de gérer de plus en plus de patients qu'on envoie à la maison. Attention de ne pas aller trop loin, parce qu'effectivement, ce que mes amis spécialistes, internistes ou pneumologues font en 4, 5, 6 jours, pas 10, mais déjà 4, 5, 6 jours, il nous apparaît très difficile au niveau sécuritaire, nous, de le faire de façon en routine, en même 12 heures, ce qui est loin à notre prix. Donc, je pense qu'à là-dessus, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait et surtout prendre le temps d'être à maturité. Vous avez en partie répondu, puisque la réponse, c'est probablement les réseaux. Alors, je suis d'accord avec vous, si ce n'est que
vous avez pointé du doigt une chose, c'est vous avez besoin de lits d'aval. Le problème quand on passe par les urgences, c'est de trouver le lit d'aval. Et vous venez de citer une situation où il n'y a pas de lit d'aval. Et c'est quand même la situation la plus fréquente. Donc effectivement, je crois qu'il n'est pas question de mettre en danger le patient en le faisant sortir parce que voilà, et de faire en 2 heures ce qu'on peut faire en plusieurs jours. C'est simplement par cette démarche-là d'identifier sur la base d'outils bien validés des patients qui ne vont pas occuper entre guillemets inutilement un lit et qui pourront ensuite effectivement rentrer dans une filière de soins dans lequel effectivement le travail que l'on fait pendant les 4 ou 5 jours d'hospitalisation va pouvoir être fait cette fois-ci en consultation sans pour autant garder le malade dans un lit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important et très intéressant et qui vous met au cœur de cette situation-là. C'est sûr que ce qu'on va demander, c'est d'abord d'avoir un diagnostic correctement fait. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est déjà primordial. Et ça implique les médecins des urgences, ça implique aussi et surtout les radiologues. Ensuite, une fois que le diagnostic est fait, c'est de prescrire le traitement anticoagulant. Et puis, on s'arrête là. Ça ne sert à rien d'aller faire un bilan étiologique et faire autre chose, alors que ça n'a pas d'utilité de monopoliser du temps, des moyens pour cela, alors que ça peut très bien se faire de manière un peu retardée une fois que le diagnostic est fait et que le traitement est débuté. Donc mon propos est de sensibiliser les gens en disant voilà, effectivement, clairement, on est d'accord, en France, au jour d'aujourd'hui, c'est pas faisable dans la majeure partie des centres. C'est clair que ce type de prise en charge, il a démontré son efficacité et sa sécurité dans des centres ultra spécialisés. C'est intéressant, c'est important, mais est-ce que c'est généralisable sur tout le territoire? La réponse, on espère pouvoir la donner avec le projet de Pierre-Marie, où cette fois-ci, ça va s'appliquer à l'ensemble du territoire et où on va clairement mettre en place dans les centres un réseau avec une équipe de thrombose qui va prendre en charge le malade sur appel de l'urgentiste et qui va organiser la prise en charge à la sortie des urgences. Si vous permettez une remarque, ce que vous avez dit sur 10 jours de durée moyenne d'hospitalisation qu'a relevé Olivier, c'est un constat d'échec de notre pays en matière de prise en charge d'embolies pionnières. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau de prise en charge. Nous, avec Jacques, on a une filière qui marche très bien depuis 25 ans. Toutes les EP arrivent chez moi, j'ose le dire, et je peux vous assurer qu'on n'a jamais gardé un patient 10 jours, sauf s'il est en train de mourir. Bien sûr. Alors la question qu'on vous pose, parce que Pierre-Étienne, c'est qui a un réseau, qui sait où envoyer les embolies pulmonaires? Parce que forcément, si vous les envoyez en dermato, en rhumato, ils vont regarder le malade comme une poule qui découvre un couteau. Ils vont la garder 15 jours en disant qu'est-ce que c'est ce truc, qu'est-ce qu'on a à faire? Qui a un réseau? D'aval, en aval des urgences, on est d'accord. Pas en intra-hospitalier. Qui, en aval des urgences, peut dire je sais envoyer ce malade au pneumologue après une... Au cardiologue. Ou au cardiologue. Excuse-moi, Olivier. Pardon, pour moi c'était le pneumologue, mais le cardiologue éventuellement. Enfin, un réseau qui sait prendre les... Personne. Pierre-Marie, à part toi, levez les mains, on voit pas le dire. Alors, 3 mains. Bon, et c'est comme pour la fibrillation atriale. Qui sait qu'il y a une prise en charge en aval pour la FA? Exactement. Et voilà, toujours les mêmes. Bon, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est pour ça qu'on est coincé. Non seulement on n'a pas de lit d'aval, on n'a pas de réseau d'aval. Hop, vite, pelou. Et les RCP dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est la prise en charge parce qu'on garde le patient très peu, mais on fait des RCP pour tous les patients qui ont une embolie pulmonaire après. Pierre-Marie. Est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'on a quand même tous, quand j'entends le discours du Pro-Econ et quand j'entends le tien, on a envie quand même. Quand on entend le discours ce matin de l'AFA, on a envie de progresser à ça parce que les urgentistes ne sont pas restés. Et puis finalement, plus on gérera les choses de façon autonome mais sécuritaire, et plus finalement on trouvera des solutions à nos problèmes. On est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'avec la mode la française, la solution à ça, c'est plutôt de parler, pas forcément d'ambulatoire, mais effectivement de mieux valoriser notre travail du HD? En clair, on sait tous que beaucoup de nos HTD sont chargés de patients âgés, etc., pour lesquels il y aurait plus besoin d'hospitalisation. Alors que ces patients-là, aussi bien l'AFA que ce que tu viens de parler, correspondraient peut-être plus à la dynamique, une dynamique assez courte,
et qui correspondrait plus à celle du HLD. Enfin, moi, je la vois plutôt comme ça. Et pour vous répondre à la question qui était posée par notre confrère cardiologue, oui, le réseau qu'on est en train de mettre en place, nous, sur la Timone, il passe par l'UHD. C'est-à-dire que ça, c'est en semi, le temps d'avoir l'écho ou l'angioscan, ça va être plutôt ça. Ça va être plutôt ça. Mais je suis d'accord avec toi, avec juste une remarque. Il faut qu'on se centre en tant qu'urgentiste sur ce qu'est notre métier, notre obligation de travail. Que le malade soit traité en ambulatoire ou pas, on doit dans la structure d'urgence être capable de gérer cette phase de diagnostic et cette phase d'analyse de gravité pour le classer dans la bonne prise en charge. Et ça, je dirais que ça fait partie de notre cœur de métier sur lequel on ne pourra pas se défausser. C'est ça qui prend du temps. Voilà, c'est pas le bilan étiologique, c'est pas le reste, c'est pas le problème, ça. Ça, c'est pas le problème. Un bon diagnostic et un traitement initié à bon escient, et ensuite que le corollaire à ça, c'est qu'il soit adressé ensuite à l'équipe qui va prendre en charge le patient. C'est ça la vraie question. On est entièrement d'accord. Merci, ils étaient brillants, hein, ils étaient forts. Hein. Donc, ça va être difficile de passer après eux. Hein. Bravo. D'abord, j'ai déjà un problème majeur par rapport à Jacques. J'ai quelques liens d'intérêt. Donc, vous pouvez tout de suite quitter la salle si vous voulez, parce que effectivement, c'est un petit peu faussé. Donc, on doit parler ici de la prévention. Quel est le rôle des urgences dans la prévention de la maladie thromboembolique? Les urgences dans la prévention, pourquoi pas. Mais, alors, première chose, c'est quand même un problème d'actualité, cette histoire de prévention de la maladie thromboembolique. Pourquoi? Parce que on en a vu un petit peu. Hein. On a la multiplication des tests diagnostiques, c'est vrai. On a une avancée thérapeutique quand elle est majeure. On peut même les traiter peut-être en ambulatoire. Pas à Nice, mais peut-être ailleurs. Mais il n'y a pas de diminution des décès dans la population par embolie pulmonaire. Vous voyez, c'est le travail qui a été fait où on voit que depuis l'arrivée du scanner, on fait beaucoup plus de diagnostics, mais la mortalité ne change pas. Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas là qu'on va faire des progrès. Surtout que quand on regarde de quoi meurent les gens quand ils ont une embolie pulmonaire, uniquement en 30% des cas, dans les études, dans les endroits où on continue à faire des autopsies, les gens qui meurent d'une embolie pulmonaire meurent après que le diagnostic soit fait. Ça veut donc dire que si on veut diminuer la mortalité, dans 60% des cas, ça sera par la prévention qu'on va pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est un point majeur. Donc, comment jouer sur cette prévention, hein? Eh bien, ça avance pas, ça va avancer. Eh bien, on voit qu'en ce qui concerne l'urgence, on a quelques données. On a quelques données, mais qui sont malheureusement inversement proportionnelles à ce qu'est notre point d'impact. Il y a la chirurgie. Et là, on a des données importantes sur l'intérêt de la prévention en chirurgie. En chirurgie programmée, c'est clair, surtout la chirurgie orthopédique. En traumatologie lourde, c'est aussi très clair. Et puis dès qu'on arrive dans le modèle médical, affection médicale aiguë, ce qu'on voit, et ceux pour lesquels on va être éventuellement concerné à la phase initiale, eh bien déjà, ça diminue notablement en termes d'évidence de médecine, en termes de preuves là-dessus, sur quel est l'intérêt de la prévention. Et puis quand on va apporter la traumatologie non majeure, non chirurgicale, ce qu'on a tous les jours, ce pour lequel nous, on est vraiment concerné dans la prévention, mais là, on verra que le niveau de preuve, il est beaucoup plus limité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de prendre ces deux critères. En fait, je ne vais pas m'occuper de la chirurgie, parce que là, c'est les anesthésistes, c'est les chirurgiens qui s'en occupent, c'est parfaitement bien réglé, on a démontré l'intérêt. Je vais prendre ces deux notions-là. Hospitalisation pour affection médicale aiguë et traumatologie non majeure, non chirurgicale, qui nous concerne. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Donc, patient hospitalisé pour affection médicale aiguë. Qu'est-ce qu'on sait déjà? C'est que c'est un problème, là encore, qui est fréquent et potentiellement grave. Vous voyez que 15 à 17% des patients qui vont développer une maladie thromboembolique veineuse ont été hospitalisés dans les 3 mois précédents. Hein. Et ça, c'est pas rien quand même. C'est aussi précoce. Dans un travail qui a été mené par des équipes de Brest, 5,5% des patients hospitalisés dans leur service de médecine avaient une thrombose veineuse dès J1. On leur faisait l'écho. À l'arrivée, à J1, ils avaient déjà la thrombose veineuse. Alors, ils avaient peut-être passé un certain nombre d'heures dans nos structures d'urgence. Ils avaient déjà peut-être une infection aiguë qui passait depuis un certain temps. Mais c'était la réalité. Ça montre aussi que c'est un problème très précoce en termes de prise en charge. Et ce n'était pas obligatoirement des thromboses distales. Il y avait quand même 2,6% de thrombose proximale. Et 31% avaient une EP de ces thromboses proximales. Et puis, c'est un problème qui est durable en termes de risque, puisque 30 à 40% des MTEV donc, ont eu une hospitalisation dans les 3 mois. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va persister en termes de risque. Ça va diminuer par rapport à l'hospitalisation, mais ce n'est pas quelque chose justement, qui est que la période de l'hospitalisation. Donc oui, la prévention, c'est quelque chose d'important. Et ce qu'on avait montré il y a quelques années, je crois il y a eu 3 grosses études qui ont été réalisées, 3 grosses, bon,
plus ou moins grosses. L'étude la plus importante, c'était Prevent, avec la daltéparine. La première, c'était Medenox avec l'enoxaparine. Et puis, il y a eu Artemis avec le fondaparinux, qui avait clairement montré l'intérêt de la prévention chez ces malades hospitalisés pour affection médicale, avec une réduction du risque qui était quand même aux alentours de 50% en termes d'incidence de maladie thromboembolique lorsqu'on mettait en place une prévention chez des malades dont on verra sur quels critères ils étaient sélectionnés. Donc ça, la messe, elle a été presque dite, puisqu'on avait donc en 2008, c'était pratiquement les mêmes recommandations que 2004, qu'on nous disait sur le plan international, mais que tous les hôpitaux devraient développer une stratégie pour mettre en place des mesures de prévention, et que chez les patients qui étaient hospitalisés pour une affection médicale aiguë, eh bien, on devait, avec un niveau de recommandation grade 1A, mettre en place une prévention s'ils avaient une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque, un problème respiratoire aigu, c'est quand même beaucoup de nos malades, ou alors s'ils étaient alités et qu'ils avaient au moins un facteur de risque, parmi lesquels c'était le cancer, ils avaient une infection, ils avaient déjà fait une thrombose, ou ils avaient un problème neurologique aigu, etc. Donc c'était la grande majorité de nos patients qui devaient, semble-t-il, avoir un traitement, un traitement préventif. Le problème qui se posait à l'époque, c'était beaucoup de travaux internationaux avaient montré que malheureusement, peu de patients éligibles pour ce traitement prophylactique avaient un traitement donc anticoagulant prophylactique de mis en place. Donc on s'est posé la question, et là je vais vous présenter ces résultats, certains d'entre vous les connaissent, en tout cas beaucoup d'entre vous y ont participé, qui dit qu'est-ce qu'on peut faire dans les urgences ? Et est-ce qu'on n'a pas un rôle là-dessus? Et ça, c'était l'étude qui s'est appelée l'étude prévenue, où on a essayé d'évaluer si la mise en place d'une intervention qu'on appelle multifacette dans les structures d'urgence, pour à la fois évaluer de façon systématique le risque thrombotique et mettre en place un traitement chez les patients qui avaient besoin d'un traitement prophylactique, ceci dès les urgences, pouvait améliorer le taux d'incidence des accidents thromboemboliques majeurs dans les 3 mois qui suivaient, ou d'hémorragie. On voulait analyser le risque, le rapport bénéfice-risque complet, en disant on voudrait qu'ils n'aient pas de thrombose et qu'ils n'aient pas saigné. Et donc ce travail-là, il a été mené donc avec, on avait prévu d'inclure 30 centres, et il y a eu une première évaluation qui était la période de pré-intervention. Ensuite, les centres ont été randomisés. Dans le centre intervention, ils ont eu à la fois, on a fait des réunions, on a présenté les guidelines, ces recommandations là-dessus, on a distribué dans tous les services d'urgence des affiches, des petites pochettes, des petites recommandations pour les fiches de poche, pour les avoir. On leur a mis accessible sur les ordinateurs un petit logiciel d'aide à la décision. Et puis, à chaque fois qu'on a pu, on a essayé de mettre en place des reminders, des rappels automatisés. C'est-à-dire que quand le patient était hospitalisé dans le système informatique des urgences, dès lors qu'il était hospitalisé, il y avait un rappel de dire « Ah, avez-vous bien évalué le risque ?» Et on aidait pour dire « S'il a tel critère, vous devez lui mettre en place un traitement préventif. » Donc c'était ça le schéma de notre étude. Et puis on regardait finalement qu'est-ce qui se passe à 3 mois. On a suivi les patients. Petite étude, vous voyez, qu'on a essayé de mener, c'est un petit groupe de centres. En fait, il y avait 40 centres qui étaient éligibles. Et sur ces 40 centres, il y en a quand même déjà 13 qui ont dit non, on peut pas mettre en place la structure. Et donc, uniquement 27 centres ont accepté de participer à l'étude. Et là-dessus, donc 13 randomisés dans le groupe intervention, 14 dans le groupe contrôle. Et première déception, on a pu mettre en place des rappels automatisés que dans 2 services simplement, tout simplement à cause des problèmes logistiques. On avait une équipe informatique dédiée pour cela, mais problème informatique dans beaucoup de structures, impossibilité d'intervenir sur les logiciels des hôpitaux, donc mise en place que dans 2 centres simplement. On a inclus nos patients, 20 000 patients, globalement, donc dont à peu près pratiquement 17 000 dans la période d'intervention, et là-dessus, pratiquement 15 000 analysables donc dans les événements à 3 mois. Donc 8 000 dans un groupe, 7 000 dans l'autre groupe. Ouais. Les différences, c'était une étude randomisée en cluster, donc par centre, donc c'est pas illogique qu'il y ait quelques différences sur le nombre de patients enrôlés là-dessus. Résultat, qu'est-ce qui se passe à 3 mois? Eh bien là, première déception, aucune différence en termes d'événements. Aucune différence en termes d'événements dans ce groupe-là. C'est-à-dire que le taux d'événements thromboemboliques, que ce soit les décès subits inexpliqués ou les événements thromboemboliques, étaient 1,9% dans chacun des 2 groupes. Et puis le taux d'hémorragie était pareil, 1,2%, 1,3%. Bon, ok. Stop, c'est fini. Est-ce que ça veut dire que notre intervention a servi à rien?
peut-être que notre intervention n'a pas marché. Et ça a été un peu notre première analyse. C'était, oui, effectivement, quand on a regardé finalement quel était le taux de prise en charge adéquate en fonction des deux groupes, et la prise en charge adéquate, c'était soit le patient avait besoin d'un traitement et avait bien le bon traitement, soit il n'avait pas besoin de traitement, il avait une contre-indication ou pas d'indication au traitement, il n'avait bien pas de traitement. On ne s'occupait pas de la contention, on s'occupait que de la prévention par traitement par HBPM ou par HNF. Et c'était inadéquat. S'il aurait dû en avoir, il en avait, ou il n'en avait pas aux bonnes doses, etc. Eh bien, première chose, en termes de taux d'adéquation, pas de changement entre avant et après dans les deux groupes. Ça reste la même chose. Remarquez simplement que les prises en charge sont adéquates une fois sur deux, simplement dans nos structures d'urgence. Et ceci, notre intervention, il n'y a rien changé. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on est sûr qu'on a fait quelque chose? Ça servait à quoi tout ça? Eh bien, malheureusement, oui, ça servait à quelque chose. Parce que quand on a regardé cette fois-ci quel est le taux de patients qui ont eu un traitement anticoagulant, eh bien, on voit que dans le groupe intervention, le nombre de patients qui ont eu un traitement anticoagulant, il a augmenté de 13%. De 3,4% dans le groupe. Donc, on a traité plus de malades. Par contre, on a traité plus de malades qui étaient des malades qui n'en avaient pas besoin, comme des malades qui en avaient besoin. Et donc, première chose. Alors, on se dit, OK, ça a été un échec de notre intervention. Peut-être un échec de l'efficacité du traitement anticoagulant. Là, on ne peut pas le dire. On peut simplement dire que notre intervention n'a pas marché. Mais en même temps, ça c'était l'étude, on l'a commencé, donc on a commencé à réfléchir dans les 2005, on l'a mis en place en 2008. Ça a été réalisé donc après et en cours de publication. Mais depuis, il y a un certain nombre de publications qui ont été réalisées qui remettent aussi un peu en cause l'intérêt de cette prévention dans le milieu médical. Il y a eu cette étude en particulier qui a essayé d'évaluer, grosse étude internationale randomisée, enoxaparine versus placebo, pour évaluer la mortalité globale chez les malades hospitalisés en milieu médical. Aucune différence. Aucun impact finalement de cette prévention sur la mortalité. Bon, zut alors. Et que ce soit la mortalité cardiovasculaire, pareil. Pas d'impact sur la mortalité cardiovasculaire. Ça commençait à nous remettre un petit peu en cause sur ce qu'il en était. Il y a eu aussi 3 études, je ne vais pas les citer tous, qu'on dit est-ce que ça vaut le coup de poursuivre l'anticoagulation préventive après 14 jours? Dans ces recommandations, c'est 14 jours. Étude extrême, les études avec les nouveaux traitements anticoagulants, tous échecs. Majoration du risque hémorragique, pas d'amélioration en termes de risque thrombotique. Donc après 14 jours, ça ne sert à rien. En tout cas, on n'a pas pu montrer chez ces patients-là que ça servait. Bon, et finalement, on a repris ces données. Ces données-là, et ça a été le travail qui a été fait par la CCP là, en 2012. Ils ont refait une méta-analyse sur tous les travaux qui avaient été publiés depuis le début sur donc, la prévention en milieu médical. Eh bien, les résultats sont un peu décevants. Il y a effectivement une amélioration sur les thromboses veineuses symptomatiques, asymptomatiques, mais ce n'est pas significatif sur les thromboses veineuses symptomatiques, ce n'est pas significatif sur les embolies pulmonaires, et c'est absolument aucun effet sur la mortalité. Analyse de la Cochrane, même résultat. On voit une différence sur les thromboses asymptomatiques. Et éventuellement, on arrive à quelque chose sur les thromboses, donc qui commencent à être des thromboses symptomatiques, mais pas sur les embolies pulmonaires et pas sur la mortalité. Ce qui fait que les recommandations actuelles, elles ont été revues à la baisse. Et aujourd'hui, ce qui était niveau 1A, donc est passé au niveau 1B, déjà pour recommander chez des patients qui ont un risque élevé. Et puis ce niveau 1B, la même chose, de recommander pas de traitement chez ceux qui n'ont pas de risque élevé. Donc la question, c'est quels sont les patients qui ont un risque élevé? Et est-ce qu'on peut le faire dans les structures d'urgence? Là, si on regarde les scores qui sont publiés là-dessus, les modèles de risque existants, il y en a quelques-uns. Et donc, ça devient relativement compliqué aujourd'hui de savoir à quel patient on doit initier un traitement anticoagulant lorsqu'il est hospitalisé en milieu médical. Et donc, c'était une question pour laquelle on avait l'impression d'avoir répondu il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est retourné au point de départ. On ne sait toujours pas à qui on doit le faire. On est persuadé qu'un certain nombre de patients en bénéficient, mais on ne sait pas lesquels. Alors, si on conclut, je dirais, première conclusion, chez la prévention des malades hospitalisés en milieu médical, pas de confirmation d'un intérêt dans les urgences, en tout cas pour le moment, on n'a pas de preuves là-dessus importantes. Ce qui est sûrement nécessaire, c'est de mieux définir les patients qui sont à risque thrombotique, et avec 2 axes, probablement développer des stratégies simples, et c'est peut-être l'âge supérieur à 75 ans, il y a une grosse étude qui démarre là-dessus, pour simplement mettre une prévention chez les gens qui ont plus de 75 ans, ou des stratégies qui s'appuient sur des aides à informatiser la décision, parce que les modèles qui nous sont proposés sont aujourd'hui trop complexes pour être appliqués simplement. Donc ça, c'était le premier niveau qui paraissait le plus simple.
Deuxième niveau, c'est la traumatologie. Alors, je me suis limité au membre inférieur, hein, et on voit déjà ça. Alors, là encore, problème de fréquence. Quand on regarde les patients qui ont développé une thrombose et qu'on les compare à des patients qui n'ont pas développé de thrombose en étude cas contrôle, eh bien, traumatisme du membre inférieur, un odds ratio à 5, c'est-à-dire qu'ils ont 5 fois plus de patients qui ont développé une thrombose qu'un traumatisme dans les 3 mois précédents, traumatisme du membre inférieur. Donc, il y a un impact de ce traumatisme des membres inférieurs, c'est certain. Deuxième chose, quand on regarde les études en France, vous vous rappelez de cette étude publiée par Bruno Rioux, hein, 450 services d'urgence ont participé à ce travail-là, près de 3500 patients, un peu plus. 60% d'entre eux avaient une prévention de la maladie thromboembolique, important à noter. Ils avaient tous un écho-Doppler au retrait du plâtre ou au retrait de l'immobilisation. Eh bien, il y avait quand même 6,4% de ces patients qui avaient développé une thrombose veineuse. Et je vous rappelle que 60% avaient une prévention. Donc oui, c'est un vrai problème quand même. On ne peut pas négliger ça. On ne peut pas négliger, et puis les recommandations vont dans ce sens-là. Hein. Recommandation en tout cas 2012 de la SFAR, c'est de dire, compte tenu du risque thromboembolique modéré, la prescription d'HBPM est recommandée, avec un niveau 1+. Toutefois, une prophylaxie prolongée pendant l'immobilisation est suggérée jusqu'à la pluie plantaire, un niveau 2-. Donc là, la SFAR, c'est plutôt oui. Il y a un risque qui est faible, mais il faut plutôt le faire. Hein. C'est les patients qui ont un plâtre, en tout cas, c'est ce qu'ils proposent la SFAR. Puis quand on regarde les Américains, ça c'est surprenant, parce que les Américains, ils ont quelque chose qui est... Ils disent, ah non, nous on suggère de ne pas en faire. Pas de prophylaxie, plutôt que d'en mettre une, c'est plutôt non. Hein, chez les patients qui ont besoin donc d'un plâtre et qui ont eu un traumatisme des membres inférieurs, avec un niveau 2C, à peu près le même niveau de recommandation. Alors, qui a raison, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a donc un French paradoxe? Possiblement quand même. Parce que il faut voir que ce French paradoxe, il se traduit aussi là-dessus. C'est-à-dire que on voit le taux d'utilisation des HBPM par jour et par patient, 33% en France, 9% aux États-Unis. Donc ce French paradoxe, il a aussi un impact et un coût en termes de santé qui est non négligeable. Alors qui a raison? On se rebase un peu sur les études. Et là, heureusement, il y a eu des méta-analyses, il y a 2 méta-analyses qui sont sorties en 2014. J'ai pris celle-ci, c'est exactement les mêmes résultats. Une sous l'égide de la Cochrane, l'autre sous l'égide de nos amis stéphanois. Et ils ont regardé tous les patients qui ont eu un traumatisme ou une chirurgie non majeure, en évaluant traitement HBPM versus pas de traitement par HBPM. Les premiers résultats, donc ils trouvent 14 études, à peu près 4000 patients, et effectivement, sur cette méta-analyse, c'est plutôt la SFAR qui a raison, puisqu'il y a un effet avec une diminution du risque qui est non négligeable, un odds ratio à 0,3, ça veut dire, donc ça diminue par 3, hein, pratiquement, le risque, donc, lorsqu'on met une prévention, donc par rapport au paramètre. Donc ça, c'est le premier résultat. Sur quoi ça se traduit? Sur des événements thromboemboliques majeurs, c'est-à-dire thrombose symptomatique ou thrombose proximale ou embolie pulmonaire. Sur les éléments symptomatiques, et il y a une majoration du risque hémorragique qui est non significative, donc c'est plutôt tout bénéfice. Tout bénéfice, allons un petit peu plus loin dans le détail quand même. Quand on regarde quels patients ont été pris en compte. Dans ces études, oui, alors, c'est vrai que la majorité des études, c'était des arthroscopies. Occupons-nous plutôt quand même de ceux qui ont un traumatisme des membres inférieurs. Et ce qui nous importe, c'est ceux qui ont un traumatisme non chirurgical des membres inférieurs. Hein. Et là, quand on regarde c'est un peu plus limité comme étude. Il y a uniquement 3 études. Cujat 93, Koch 95 et Jorgensen 2002 où il y avait un petit peu des deux. Avec un peu de chirurgie et pas de chirurgie. Première étude, c'est celle de Cujat. Intéressant. Il y a une diminution significative des maladies thromboemboliques. Ceci dit, les maladies thromboemboliques tout confondues, avec un écho-Doppler, donc qui a réalisé à la fin de l'étude. Hein. Et c'est ceci est tout confondu, et on ne voit pas de différence. Finalement, on n'a pas d'analyse sur ce qu'est thrombose proximale, thrombose distale, thrombose symptomatique. Un effet global, et probablement un effet qui est essentiellement sur les thromboses distales. Il suffit de faire du calcul là-dessus. Autre étude, c'est celle de Koch. Là encore, un effet significatif sur l'ensemble des accidents thromboemboliques. Par contre, pas de différence sur les maladies thromboemboliques proximales ou les embolies pulmonaires. Et puis sur les éléments symptomatiques, on n'en parle pas, on ne sait pas.
Et puis la dernière étude, la plus récente, la plus importante, eh bien, celle de Jorgensen. Là, cette fois-ci, pas de différence significative. Thrombose symptomatique, pas de différence. Thrombose proximale ou embolie pulmonaire, pas de différence. Bon, et donc on voit que le niveau de preuve, il n'est pas si élevé que ça. Et puis, surtout, on voit qu'ils tiennent compte dans cette différence de thromboses qui sont distales et de thromboses qui sont asymptomatiques. Est-ce qu'on doit en tenir compte? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut tenir compte des thromboses veineuses symptomatiques? Là, j'ai essayé de retrouver des travaux antérieurs pour nous dire, est-ce que c'était intéressant? Et là, j'ai pris une autre étude, c'est de voir les choses par l'inverse. Une étude, cette fois-ci, chez ceux qui ont vraiment besoin d'une prophylaxie, ils ont une PTH ou une PTG, avec une prophylaxie qui était à l'époque les AVK, et ils sont randomisés en 2 groupes, ceux pour lesquels on leur fait donc un échodoppler systématique à la sortie, et on les traite s'ils ont une thrombose symptomatique ou asymptomatique, et ceux pour lesquels on leur fait un échodoppler factice, et on ne traite que s'ils ont un événement symptomatique. Et on voit ce qui se passe. Mais conclusion, dans le groupe où il y a eu, je ne sais pas le tableau, bon, voilà, hein, événement, dans le groupe où il y a un échodoppler, donc, et on a traité tous les événements maladie thromboembolique, on voit qu'il y avait eu 2,5% des patients qui avaient une thrombose asymptomatique. Dans le groupe où il n'y a pas eu cela, eh bien, traitement symptomatique, il y avait 1%, on les a traités que là. Dans le groupe, il y avait 0,8% de traitement symptomatique. Événement, saignement majeur, il n'y a pas de différence significative. Mais en tout cas, en termes d'événements pour le patient, ça n'a strictement rien changé. Et d'ailleurs, les recommandations là-dessus ont été très claires. Les recommandations de la CCP, c'est de dire, ils recommandent contre la réalisation d'un échodoppler systématique. Donc on ne recherche pas les thromboses asymptomatiques. Donc si on ne les recherche pas, c'est qu'il ne faut pas en tenir compte. Première chose. Deuxième chose, les thromboses distales. Est-ce qu'on doit en tenir compte? Là, je me suis basé sur un autre travail. C'était une étude diagnostique qui a été faite par l'équipe de Bernardi il y a quelques années, où ils ont regardé des patients suspects de thrombose. On a comparé échodoppler complet, on regardait ce qui se passait en proximal, ce qui se passait donc en dessous du genou, et puis échodoppler uniquement proximal. Et on regardait qu'est-ce qui se passait dans le suivi. Et bien, conclusion, quand on fait un échodoppler complet et qu'on traite toutes les thromboses proximales comme les thromboses distales, on traite 6% de patients en plus, logique. Et qu'est-ce qui se passe dans le suivi à 3 mois? Qu'est-ce qui se passe en termes d'événements chez les patients? Eh bien, il n'y en a pas plus ou pas moins quand on a pris en compte que les thromboses proximales. Donc la conclusion, c'était de dire on ne doit pas tenir compte des thromboses distales symptomatiques. Et là, eh bien, effectivement, ça nous amène à dire, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, j'ai juste un retour finalement à la physiopathologie pour dire comment on fait une thrombose veineuse. Il y a à la fois les facteurs de risque qui sont des facteurs permanents, et puis des facteurs qui peuvent être des facteurs déclenchants ou provoquants. Et ces éléments-là, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Et que ces facteurs de risque permanents, l'âge, le cancer, la thrombophilie, et les facteurs que sont le traumatisme ou la chirurgie, ils interfèrent entre eux. Ils interfèrent dans un système qui est supra-additif. Vous vous rappelez de ces cours peut-être là, qui avaient été faits par Rosendahl il y a quelques années, où on voit qu'il y a une augmentation du risque avec l'âge. Alors ce n'est pas une droite, c'est exponentiel avec l'âge. Et si c'est des patients qui ont un facteur de risque préexistant sous-jacent, par exemple le facteur 5 Leiden, on voit que là, hop, ça s'ajoute simplement. Ils ont un élément supplémentaire. Je prends l'exemple d'une jeune dame qui a une contraception œstroprogestative. L'effet de la contraception prise isolément, il est très faible. Mais dans ce contexte-là, avec le facteur 5 Leiden, il y a un effet supra-additif. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3 ou égale 4. Et là, si on rajoute un facteur qui est mineur, comme un geste chirurgical, un traumatisme du membre inférieur, là, tout seul, ça n'a aucun facteur. Mais chez cette personne-là, ça aura un élément beaucoup plus important en termes d'accident thrombotique. Et ce qui veut donc dire, et c'est ce qu'on retrouve là, finalement, quand on prend cette étude, finalement, qui était l'étude 4 témoins, on voit, il y a un élément qui joue, c'est l'importance du traumatisme. Ce n'est pas la même chose de risque si on a des lésions musculaires importantes ou si on a une entorse de cheville simple. Et puis, ce n'est pas la même chose si c'est des patients qui avaient un facteur de risque sous-jacent. On voit que le facteur de risque, le risque d'avoir une thrombose chez ceux qui ont un facteur 5 Leiden et qui ont un traumatisme, il n'est pas de 5 fois plus élevé, il est de 49 fois plus élevé. Alors que le facteur 5 Leiden, en soi, c'est un facteur de risque mineur. Donc il y a vraiment un effet additif de ces facteurs de risque, et c'est là-dessus qu'il faut prendre en compte. Et c'est aussi ce qu'on retrouve finalement dans l'étude de Bruno Rioux, où ce qui va jouer pour faire une thrombose, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir un plâtre, c'est aussi quelle est la gravité du traumatisme,
quel est le poids du patient, quel est l'âge du patient. Et en conclusion, je dirais là-dessus, probablement qu'il faut aller vers un compromis à la Suisse. Je mets la Suisse angevine, ou la sauce angevine, parce que c'est en m'appuyant sur les recommandations qui sont les recommandations faites par nos amis belges, nos amis suisses. Eux, ils disent qu'il ne faut pas traiter tous les patients parce qu'ils ont un plâtre. Il faut mettre en place un traitement préventif chez les patients qui ont un risque élevé, et ce risque, il associe l'immobilisation, mais c'est un facteur modéré par rapport aux autres éléments associés. C'est de dire, quand est-ce qu'on devrait le faire? On devrait le faire en cas de traumatisme grave, c'est-à-dire quand on a une fracture, on a une rupture musculaire, et ça c'est un point important, les lésions musculaires sont hautement thrombogènes, et ce qu'on voyait dans l'étude cas témoins, des traumatismes au niveau du genou, sont plus thrombogènes que d'autres. Dans les autres cas, lorsqu'on a une immobilisation certes, mais surtout si on a des facteurs associés qui sont déjà un âge supérieur à 40 ans, un traitement hormonal, le cas de la jeune femme dont on parlait tout à l'heure, un index de masse corporelle élevé ou des antécédents thromboemboliques. Et la même chose si on a une immobilisation souple que si on a une immobilisation rigide. Je vous remercie de votre attention. Alors, en attendant, juste une remarque tout à l'heure, on disait attention sur le taux de décès chez les patients traités en ambulatoire quand ils ont une embolie pulmonaire. Juste une remarque dans l'étude prévenue, vous avez l'idée du taux de décès des patients quand ils sont hospitalisés. On a finalement quelle est la mortalité globale des patients hospitalisés pour raison médicale à l'hôpital à 3 mois. 14%. 14% des patients hospitalisés en France pour affection médicale meurent dans les 3 mois. Ils ne meurent pas d'hospitalisation, je vous rassure, mais... Pierre-Marie, une question que je n'ai pas la réponse du tout. En chirurgie, on met des bas de contention, ces jolis trucs blancs, etc., chez les patients qui ont été au bloc opératoire, soit parce qu'on ne va pas leur faire d'HBPM, justement. Est-ce que ça a été comparé, l'intérêt de ces bas de contention qui remontent jusqu'à la cuisse? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager chez les gens, plutôt que de mettre toujours des produits, des piqûres et des machins? Est-ce que c'est efficace en médecine? Il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés, pas à ma connaissance en milieu médical. Il faut dire que le milieu chirurgical est beaucoup plus simple, parce qu'on est quasiment expérimental. Le patient, il arrive en bonne santé pour sa prothèse de hanche, et on lui casse la hanche, on l'immobilise, et on fait à tous la même chose aux malades. Donc c'est quasiment expérimental. Donc c'est beaucoup plus simple d'analyser les choses là-dessus. Ce qu'on a montré, c'est que la contention pneumatique intermittente avait un effet préventif intéressant. Et ça, on l'a démontré en termes d'efficacité, avec une efficacité qui n'est pas très loin de ce qu'on a avec les HBPM. Et donc la première remarque, c'est que quand on ne peut pas faire de traitement par HBPM ou un traitement préventif, aujourd'hui il n'y a que les HBPM ou les HNF qui ont leur AMM. Pas d'AOD dans ces indications-là. En milieu médical en tout cas. Milieu chirurgical, oui, mais pas en milieu médical. Et donc, là-dessus, c'est que compression pneumatique intermittente, oui, ça marche. Et c'est ce qui serait proposé si on ne peut pas faire un traitement médicamenteux. Et si on ne peut pas faire de contention pneumatique intermittente, la contention ou la compression simple a un effet qui est un effet modéré en milieu chirurgical, qui est mieux que rien, et c'est ce qui est recommandé si on ne peut pas faire autrement. C'est aussi un complément. C'est classe 1, c'est un niveau de pression 1, c'est les grands bas de compression, c'est les niveaux 1 de compression. Ouais, non, il faut mettre 2. Mais on n'en a pas des 2 à l'hôpital. Ouais, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on met 1 plus 1. Oui, c'est ça. Le gars, il a chaud. À ne pas confondre avec la contention qu'on met en place chez le patient qui a une thrombose veineuse, ou le patient qui a une embolie pulmonaire. Le pire, c'est les patients qui ont une embolie pulmonaire, qui ont qu'un signe de thrombose dans les membres inférieurs, on leur met une contention veineuse. Là, ça n'a pas d'intérêt en termes de prévention. Le seul intérêt, c'est de prévenir les syndromes post-thrombotiques. C'est pour ça qu'on le met chez les patients qui ont une maladie thromboembolique veineuse donc active, en association au traitement anticoagulant. Et donc, c'est essentiellement quand ils ont une thrombose veineuse symptomatique qu'on va leur mettre une contention pour prévenir le syndrome post-thrombotique. Et efficacité qui est discutée.